Donc Antoine Kirek est docteur en sociologie et chercheur associé au laboratoire CETCOPRA, je vais essayer de me corriger sur la prononciation, c'est ça, de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également directeur scientifique au cabinet Moodlife. À travers une approche sociologique, il nous parlera des parcours d'anciens décrocheurs scolaires en s'intéressant à leur subjectivité. Comment ces jeunes vivent et composent avec leur expérience du décrochage et quelles conséquences cela a sur leur parcours d'insertion. C'est la question que nous allons explorer à présent. Et donc, je vais laisser le micro à Antoine Kirek. Et pareil, donc on sera sur une présentation environ de 30 minutes. Et pareil, on aura un temps de questions-réponses de 10 minutes de réaction. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être là aujourd'hui, d'autant plus de présenter un peu cette étude et mes travaux à la suite du travail qui a été présenté, plus statistique de l'INSEE, parce que je vais essayer d'aborder un aspect un peu différent, mais qui, à mon avis, est plutôt complémentaire, essayer de comprendre l'épreuve, comme vous le disiez, du décrochage scolaire. L'idée, c'est de se dire, non pas d'essayer de comprendre ce que ces jeunes sont devenus, c'est-à-dire que sont devenus ces jeunes quelques années après la sortie de l'école, mais essayer plutôt de comprendre par quel chemin ils sont passés, quel cheminement ils ont vécu. Pour cela, je m'appuie sur un travail de thèse que j'ai mené sur les transitions vers l'âge adulte de jeunes anciens décrocheurs scolaires. Une thèse que j'ai réalisée sur le bassin du Mantois. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est Mantes-la-Jolie et une très lointaine banlieue parisienne, hein, puisqu'on est quand même pas mal déconnecté de la capitale. Et puis plus particulièrement sur le quartier du Val-Fouré, qui s'occupe à UV de la commune. Et puis je vais compléter aussi avec d'autres données plus récentes que j'ai menées toujours sur les questions de la jeunesse. Donc ce travail de doctorat, il partait de l'idée qui, à mon avis, peut nous intéresser aujourd'hui et qui était une idée assez simple, à savoir comment on devient adulte quand on a arrêté l'école précocement, le plus souvent au collège, après avoir connu une scolarité heurtée. Parce que la sociologie de l'école, les sciences de l'éducation et puis la sociologie de manière générale montrent bien que les trajectoires scolaires sont des éléments déterminants dans la construction des individus. Alors qu'en est-il, moi je me posais cette question, qu'en est-il quand ces jeunes ont arrêté l'école très tôt et surtout qu'ils ont vécu peut-être ce qu'on pouvait penser comme un stigmate de décrochage. Autrement dit, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on peut penser la continuité du décrochage scolaire au-delà des temporalités et des contextes scolaires? Est-ce que cette expérience qui avait cours dans l'école avait des répercussions plus tard, et en l'occurrence dans leur transition vers l'âge adulte? C'est donc la continuité qui m'intéressait, et c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. On peut rester là-dessus. Ouais, on peut rester. Merci. Alors, je vous propose d'organiser un peu ma présentation à l'envers. C'est-à-dire de commencer et de vous présenter très rapidement les résultats principaux, c'est-à-dire la conclusion de ma thèse, pour illustrer ensuite un peu les mécanismes et aller un peu plus en avant dans la démonstration. Ainsi, ce que je présente aujourd'hui et ce que montre plus globalement ma thèse, c'est qu'il y a une expérience singulière, spécifique, de transition vers l'âge adulte pour les jeunes qui ont connu un décrochage scolaire. Ça peut paraître anodin, mais tout mon travail de thèse le montre après. Mais c'est vraiment cette idée de se dire que quand on a des décrocheurs scolaires dans l'activité et qu'on travaille avec des jeunes qui ont connu le décrochage, ces jeunes vont passer vers l'âge adulte de manière différente des autres jeunes, des autres jeunesses françaises. En fait, avoir connu le décrochage, avoir été considéré comme décrocheur scolaire, dépasse le seul fait d'être bien souvent peu ou pas diplômé. Parce que cette expérience qui est scolaire, elle est aussi sociale. Et tout mon travail de thèse, il essaye de montrer en quoi le décrochage est une expérience sociale. À gros traits, on voit que les effets du décrochage sur le cheminement adulte peuvent se résumer à travers le titre de mon intervention. Aujourd'hui, j'ai titré mon intervention « Ce que les jeunes font de ce que le décrochage fait ». C'est-à-dire que le décrochage fait quelque chose à ces jeunes, dans le sens où il va structurer un contexte qui déterminent leur place au sein des relations sociales, familiales, au sein du monde du travail, au sein du monde de l'insertion, et plus largement, les situe dans le monde social. Ce contexte, il va compliquer assurément leur transition vers l'âge adulte. Mais loin de se résigner, ces jeunes vont œuvrer progressivement et tout au long de leur jeunesse pour composer, réagir, résister à ce destin de décrocheur. Les transitions à l'âge adulte se font donc alors dans cette prise de distance progressive vis-à-vis des héritages scolaires. Ainsi, devenir adulte, spécifiquement pour ces jeunes, revient à réparer le passé pour avancer vers l'avenir. C'est ce que je vais essayer de montrer.
Donc ça, c'est un peu ma thèse globale, c'est le résultat général de mes travaux. Maintenant, je vous propose d'en venir un peu à la démonstration, et en tout cas à la présentation de certains mécanismes, parce que je ne vais pas pouvoir tout présenter, mais je vais me focaliser sur certains traits communs, ce qu'il y a de plus commun dans l'expérience de transition vers l'âge adulte pour les jeunes décrocheurs. On peut peut-être passer le slide, merci. Alors, le commun, il s'observe avant tout par une série de contraintes objectives qui ont été reprises justement dans la présentation précédente, puisque la fin de scolarité joue sur l'absence de diplôme ou sur la faiblesse des qualifications et des diplômes, et par là va compliquer l'insertion professionnelle. Ça complique à la fois quant à l'accès à l'emploi, ce qui s'observe par le taux de chômage, ça joue aussi sur les conditions d'emploi, sur la qualité d'emploi, et par le fait que cela allonge grandement les temps d'insertion professionnelle. Ce qui, inévitablement, dans une société où le travail est un peu la pierre angulaire du devenir adulte, va décaler tous les autres seuils, toutes les autres transitions vers l'âge adulte. On peut penser à la construction d'une famille ou à la décohabitation résidentielle, c'est-à-dire le fait de s'installer dans un logement autonome. Finalement, comme le travail est au centre et que le travail est difficilement accessible, tous ces seuils statutaires, ça c'est un terme de sociologie de la jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on devient progressivement adulte, en tout cas par rapport aux normes sociales, vont être décalés. Ces contraintes, elles sont assez bien documentées et elles montrent que pour ces jeunes, ce fameux temps de l'insertion est plus long et plus compliqué. Mais ces publics ne sont pas seulement des jeunes peu ou pas diplômés, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont surtout été des anciens décrocheurs. Et pour comprendre la complexité des effets à long terme du décrochage scolaire, il faut, à mon avis, se départir un petit peu de ces grandes catégories de peu ou pas diplômés et de cette relation toujours centrée sur le travail ou la formation. Car l'expérience du décrochage, elle produit surtout une expérience singulière pour ces jeunes, dans le sens où, très rapidement, ils vont devoir faire face aux injonctions à se placer, s'insérer, trouver leur voie. Et c'est tout le paradoxe un peu initial de ces jeunesses, à qui l'on va demander précocement d'établir un projet, d'opérer des choix dans l'éventail des perspectives d'avenir, alors qu'ils sont précisément, de par leur parcours antérieur de décrochage, et bien souvent de par leur situation sociale, les moins bien armés. Ainsi, dès l'événement de déscolarisation, quand je dis l'événement de déscolarisation, c'est quand l'école s'arrête, que leur sortie de l'école est actée. Ces jeunes vont faire l'expérience d'une séquence particulière dans leur calendrier de jeunesse et qui est marquée par ce qu'on pourrait voir comme un carrefour biographique, c'est-à-dire une période un peu flottante, indéterminée, intermédiaire entre, d'un côté, la fin de l'école et l'autre, l'établissement d'un projet qu'ils considèrent pérenne et dans lequel ils vont pouvoir se lancer et s'investir. Ce temps de latence, de transition, de pause, qui recouvre finalement en partie le temps de l'insertion, je le nomme dans mes travaux le temps du rien. En fait, je nomme cette période le temps du rien qui recouvre ce temps de l'insertion à partir du récit des jeunes, puisque tout mon travail a été basé sur des récits rétrospectifs de jeunes adultes qui ont été décrocheurs. Et à chaque fois que je leur posais la question, mais une fois que l'école s'arrête, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, tous me disaient, je n'ai rien fait. Bien sûr, les mots pouvaient changer d'une discussion à une autre, mais il revenait toujours à l'idée que c'était une période dans laquelle ils n'auraient rien fait, qui n'aurait servi à rien, ou qui aurait été vécu dans l'absence de quelque chose. Et cette mise en récit, cette manière de parler de ce temps-là, elle me paraissait particulièrement importante dans la manière dont ces jeunes vont vivre cette période d'insertion sociale et professionnelle qui suit le décrochage. En fait, cette période de leur vie, elle est mise en récit comme du rien, précisément parce qu'elle correspond à ce moment de leur vie, à une sorte d'interstice biographique, d'interstice dans leur vie, entre la fin du statut d'élève, puisque l'école est finie, et avec ça, l'organisation, le statut, la routine scolaire, et le début d'une nouvelle expérience sociale où leur quotidien, c'est ce qu'on va essayer de voir, va changer radicalement. Les relations familiales évoluent, les relations aux amis évoluent, d'autres engagements peuvent interférer dans leur recherche d'insertion. Donc on va voir que ce temps du rien, il est paradoxal, parce qu'il est mis en récit comme du rien, et pourtant c'est un temps majeur de transition qui recouvre beaucoup d'engagements, beaucoup de pratiques, etc. Néanmoins, il est mis au premier temps des entretiens comme un temps du rien. Ce temps du rien, il est composé de plusieurs séquences. Alors là, je vais pas détailler, mais comme je fais une sociologie des parcours de vie, je m'intéresse beaucoup aux séquences et aux détails des existences. Et on s'aperçoit qu'il y a 3 séquences, en fait, qui recouvrent un peu le temps de l'insertion. La première séquence, je le nomme le temps de l'événement, c'est-à-dire le premier temps après la déscolarisation, où les jeunes se retrouvent finalement un peu sous le choc de l'événement, se retrouvent en dehors de l'école. En fait, ce qu'on observe dans cette première temporalité, des jeunes qui, des fois, peuvent venir dans des missions locales ou dans des structures d'insertion, mais souvent après avoir passé ce temps de l'événement, parce que ce temps est surtout un temps d'intensification des pratiques qu'ils vivaient avant leur déscolarisation et qui rentraient en concurrence avec leur scolarité.
Par exemple, là, on voit beaucoup d'intensification du business pour ceux déjà rentrés dans des trajectoires plutôt illicites, ou en tout cas informelles, aussi du repli dans les solidarités domestiques, familiales, etc. Des temps parfois aussi associatifs, des choses. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ce qui rentrait en concurrence avec leur scolarité va être surinvesti à ce moment-là. Mais très rapidement, les pratiques propres à ce temps de l'événement, à ces premières séquences, elles sont plus satisfaisantes et elles sont plus à même de combler les attentes de ces jeunes. Ces jeunes qui vont passer dans une seconde période que j'appelle le temps de flottement. Et c'est bien cette expérience du flottement qui caractérise au mieux l'expérience de ces jeunes une fois l'école finie. Parce qu'ils vont vivre ce que j'appelle un flottement statutaire. On revient beaucoup à la question du statut. C'est-à-dire que ces jeunes vivent ce flottement entre la fin du statut d'élève et l'attente d'un autre statut qui n'arrive pas et qui, à ce moment de leur vie, se fait largement attendre. J'ai beaucoup de récits qui montrent ce temps d'attente d'un nouveau statut qui n'arrive pas. Ils sont ni en scolarité, ni au travail, ni en formation. Ils sont finalement dans un entre-deux, une indétermination. Cette indétermination, elle va participer à leur expérience quotidienne au sein de la famille, au sein des sociabilités, au sein du quartier. En fait, l'idée de se dire, c'est que, ce que les récits montrent, c'est que ces jeunes ne sont pas à ce moment-là vraiment, ils ne savent pas quoi faire. La question n'est pas tant de l'activité que de savoir où ils sont et comment ils peuvent se positionner dans ces environnements, dans le familial, locaux, relationnels. En creux, cette expérience de leur détermination, moi, il me semble qu'elle souligne surtout l'importance du statut d'élève, qui, même pour les jeunes qui étaient en rupture scolaire, qui pouvaient être violents, qui pouvaient être absentéistes, ce statut avait du sens parce qu'il leur permettait avant tout de se situer dans l'espace social et d'afficher une certaine normalité auprès de leur famille et auprès de leurs relations sociales. Et c'est précisément cet interstice statutaire qui participe à la perception de ce temps de flottement qui va être vécu dans le rien, l'inutile et l'inactivité. N'étant pas totalement élèves, ils ne sont pas encore actifs. Ça rejoint un peu les frontières finalement de la catégorie de NEET que les acteurs de terrain utilisent beaucoup, mais sur une perception plus subjective. Mais ce que mon travail montre surtout, c'est que le statut de décrocheur, il ne va pas s'annuler après la fin de l'école et après la déscolarisation. Ne plus être à l'école ne signifie plus ne plus être sous la coupe du scolaire, car ces jeunes ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans un néant identitaire et statutaire. Ils ont perdu leur statut d'élève, certes, mais le statut de décrocheur continue. Et alors, ce statut va être suspendu tout au long du temps du rien et prendre le devant de la scène au sein de la famille, au sein du quartier, au sein souvent des relations avec les travailleurs sociaux et surtout, vraiment surtout, je le répète, au sein de la famille. Dans mon travail, je développe beaucoup cette relation du statut de décrocheur au sein de la famille parce qu'on voit une émergence assez flagrante de nombreux conflits, tensions avec les parents qui vont s'organiser sur leurs responsabilités dans leur décrochage. C'est-à-dire ce temps du rien, c'est aussi le temps où la famille régulièrement revient et pointe la responsabilité de ces jeunes dans leur décrochage. J'ai des récits de jeunes qui n'ont pas parlé à leurs parents pendant plus d'une année, et voilà, enfin, des récits assez forts de rupture familiale. D'autre part, ces conflits naissent aussi également du rejet que vont avoir les parents de ce qu'ils considèrent comme de la passivité vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire, en fait, ce qui était acceptable avec le statut d'élève ne l'est plus une fois l'école finie. Sortir avec les amis, rentrer tard, profiter des loisirs, voire tout simplement rester à l'appartement ne devient plus acceptable. La vie domestique, elle s'organise sous de nouvelles règles. Il est impossible d'y rester, de rester à la maison, d'y flâner, ou alors s'impose à eux d'autres responsabilités, comme participer aux charges domestiques. Et là, on voit vraiment un clivage très très fort auprès de ces jeunes, entre les hommes et les femmes de l'échantillon, sachant que ces injonctions aux tâches domestiques sont principalement, voire exclusivement, dédiées aux femmes. En fait, leur statut de décrochage, il va coloniser leur quotidien et reconfigurer leurs relations sociales et familiales. Mais loin de se résigner, tout mon travail de thèse montre que ces jeunes vont, durant le temps du rien, essayer de maturer et de résister à cette situation-là, pour donner le change aux parents, pour trouver leur place au sein de la famille et de l'environnement local, pour amorcer un projet et revenir sur leur passé scolaire. Alors, je ne peux pas détailler puisque tout se passe à l'échelle des parcours. Mais on a toujours cette même logique où progressivement ces jeunes vont devoir faire finalement un peu autre chose pour faire autrement. Voilà pourquoi ces jeunes sont finalement loin de rester passifs vis-à-vis de leur situation. Et comme je disais au début, paradoxalement, quand leur récit, en fait, il montre qu'il y a un foisonnement d'actions, d'engagement et de relations.
Ainsi, dans les entretiens, quand j'allais un petit peu plus loin, une fois qu'ils avaient dit « bon, bah, j'ai rien fait », je poussais un petit peu plus en disant « bon, mais est-ce qu'on peut aller plus sur le concret voilà, et expliquer un petit peu les pratiques que vous avez menées, ou que tu as menées ?» Et bien là, il déroulait une liste d'actions, d'engagement, des expériences de remobilisation, souvent qui ont été échouées, du raccrochage scolaire et des décrochages, raccrochage et décrochage, des tentatives de retour en formation, des expériences de travail, des engagements associatifs, du business, des voyages. En fait, finalement, leur récit était foisonnant. Toutes ces actions et tous ces engagements, on peut les considérer finalement comme des stratégies. En tout cas, c'est ce que je mène dans ma thèse. Des stratégies souvent peu audibles, mais non moins importantes. Quand je dis peu audibles, c'est souvent peu audible par la famille et par les institutions qui les encadrent. Ce sont des stratégies pour réagir aux effets de leur décrochage et reprendre en quelque sorte la main sur leur devenir. Derrière la diversité des parcours des jeunes, ces stratégies, elles se mettent en place pour plusieurs raisons. Des raisons qui disent finalement de l'expérience qu'ils vont vivre durant ce temps du rythme. Alors je vais essayer de revenir sur certaines raisons qui disent en fait de cette expérience un peu sensible durant ce temps du rythme. D'une part, ces stratégies, elles se mettent en place pour sortir de l'épreuve concrète, de l'inactivité et de l'ennui. À mon sens, il est important de considérer que ces jeunes vont vivre après la scolarité l'ennui et parfois la solitude. J'ai des récits très très forts et très très puissants sur ce temps de l'ennui, sur ce temps à ne rien faire, sur ce temps de la solitude où les relations sociales s'évaporent un petit peu, etc. Trouver une activité s'y engager permet réellement de se préserver de l'ennui. Ça peut paraître anodin parce que l'ennui ne semble pas être un terme sociologique. Or, c'est une réelle expérience sociale que de vivre l'ennui. Mais à cet ennui s'ajoute aussi le sentiment d'inertie de leur situation sociale qui progressivement devient de plus en plus difficile à gérer. Le temps du rien est progressivement vécu à travers le risque d'un enfermement social marqué par l'irréversibilité de leur situation actuelle, la continuité de leur galère, peut-être à vie, parce qu'il y a derrière toujours le risque possible d'une marginalisation. Et ça, progressivement, ces craintes de la marginalisation, elles se font ressentir pour ces jeunes. Cette marginalisation, elle est peut-être encore plus présente pour les femmes de l'enquête à qui, comme je l'expliquais juste avant, vont s'imposer des responsabilités domestiques, des gardes d'enfants, des tâches ménagères. Ce sentiment que finalement, s'ils ne réagissent pas, leur situation sociale de dépendance finalement aux injonctions familiales va perdurer, marquant un peu leur trajectoire à vie. Mais ça se voit aussi très fortement et très puissamment pour les jeunes qui sont engagés dans le business ou dans la délinquance, plus ou moins grande délinquance. Parce que finalement, ces mondes-là enferment progressivement dans une perspective de vie déviante au sens sociologique du terme, c'est-à-dire à côté des sociabilités classiques. Plus largement, finalement, on s'aperçoit que durant ce temps-là, leur temps, leur activité, va se mettre au service des autres, du business, des mondes de l'organisation, du monde de l'illicite, de la famille, ou des autres sociabilités. Finalement, ce temps, il est au service des autres, il ne se met plus au service d'eux et de leurs projets. Et puis enfin s'ajoute, comme je l'ai dit, mais là je ne vais pas revenir plus dessus, l'ensemble des pressions familiales, des injonctions de l'environnement familial et le fait finalement de répondre à ces injonctions. À mon avis, ça, ce point, il est quand même intéressant à mobiliser, je ne vais pas le détailler, mais souvent on a aussi des jeunes qui vont mobiliser des structures d'insertion parce que l'objectif premier, c'est répondre à l'injonction des parents. Or, derrière cette réponse à l'injonction des parents, il y a quand même tout un travail de maturation qui est mis en place. Cette logique, elle est parfois un peu décriée par certains formateurs ou éducateurs. Or, il y a quand même tout un travail de cheminement derrière, et on pourra peut-être y revenir dans les questions. Et je montre alors aussi que ces jeunes vont donc essayer de faire quelque chose. Et dans ce faire quelque chose pour essayer de faire autrement et de sortir de cette inertie sociale, l'essentiel d'entre eux vont essayer de faire le pari, et ça très précocement, du travail. Mais que ce monde du travail, il est à ce moment de leur parcours soit inaccessible pour des questions d'âge ou des questions de diplôme, soit ils vont faire l'expérience d'un travail précaire, non satisfaisant, et surtout qui n'est pas à même de rompre avec leur situation de décrochage. Parce qu'ils ne leur proposent finalement pas un projet adulte, stable et respectable. Car je montre à quel point la précarité, ce qui va leur être offert sur le marché du travail, réactive, ravive leur sentiment d'échec et leur responsabilité dans cette situation. Lorsqu'on leur propose du travail au black, qui peut combler peut-être les attentes à un certain temps, mais qui ne comblera pas ces attentes plus longues d'un travail respectable, quand on leur propose aussi du travail non rémunéré, voire des arnaques, des activités dangereuses, sans protection, j'ai une multitude de récits sur
sur ces utilisations de ces jeunes et de ce public de décrocheurs pour des travaux dangereux. Et plus largement, du travail qui va être aussi déclassé vis-à-vis de leurs parents. La possibilité ou l'impossibilité d'accéder au travail de leurs parents. En tout cas, en termes de stratification sociale. Néanmoins, il est intéressant de noter que le travail, aussi insatisfaisant soit-il, il est une dimension essentielle dans leur projection vers la vie adulte. Mais le travail n'est pas seulement perçu dans sa dimension utilitaire et économique. Ces jeunes souhaitent finalement bien plus qu'une petite place qui peut leur être proposée ou qu'un travail alimentaire. Précisément parce que le travail précaire qu'on leur propose va raviver le sentiment d'échec, comme je le disais précédemment. D'où les multiples tentatives que j'illustre dans ma thèse pour contourner, dévier les règles du marché du travail et essayer d'accéder à des situations d'emploi, j'y reviens, toujours respectables. Cette notion de respectabilité de l'emploi, elle est hyper importante pour ces jeunes qui ont connu le décrochage scolaire. Parce qu'il y a finalement une dimension fortement symbolique attachée au travail pour ces jeunes. Le travail, comme je disais, il ne doit pas simplement payer les factures, mais il doit être, et j'appuie sur ce terme, réellement une source d'épanouissement. Ce point, à mon avis, il est essentiel à prendre en compte parce qu'il s'agit de comprendre que le rapport de ces jeunes avec le travail est marqué par leur décrochage. Et que ce rapport au travail, souvent, il s'exprime dans les dispositifs par un refus de certaines activités, de certains travails considérés comme peu valorisés. Or, on s'aperçoit que le travail est mobilisé par ces jeunes comme la possibilité d'une revanche sur leur passé. C'est pour ça que je disais qu'il y a un enjeu très fort qui s'appuie sur la notion de travail. Néanmoins, et un peu tragiquement, mon travail de thèse, il montre quand même que, et il rejoint les analyses aussi statistiques sur ces questions-là, que l'insertion professionnelle de ces jeunes non ou peu diplômés est plus longue, plus compliquée. Et à hauteur des parcours, on observe assez clairement que le travail, au premier temps de leur expérience, est insatisfaisant et ne leur permet pas de rompre avec leur expérience antérieure de décrochage. C'est pour ça que nombre d'entre eux, souvent en deuxième option, vont s'orienter vers la formation, vont faire le pari de la formation. Dans ce sens, le retour en formation est, dans leur parcours, un nouvel élan, une nouvelle orientation dans leur parcours. Dans l'espoir, cette fois encore mobilisé, dans l'espoir de sortir du temps du rien et de rompre avec leur inactivité. Cependant, s'inscrire en formation ne signifie pas être passé à autre chose, on l'entend beaucoup dans des structures de formation ou d'insertion. C'est bien souvent lorsqu'ils s'engagent en formation que pèsent encore sur eux les conséquences de leur décrochage. Leur expérience de la formation se vit alors à travers ce que je nomme des contraintes résiduelles. Ces contraintes résiduelles, principalement, elles sont liées au sentiment d'incertitude qui est prégnant pour ces jeunes lorsqu'ils s'engagent en formation et qui se traduit par la crainte de ne pas réussir dans le temps leur engagement, de ne pas réussir à gérer la relation aux autres, aux formateurs, aux camarades, de ne pas suivre le niveau ou au contraire de revenir encore une fois à zéro, sachant que certains jeunes ont multiplié durant leur décrochage des dispositifs, des tentatives de raccrochage, de décrochage, etc. Bref, la question ici de l'expérience de l'échec scolaire, elle est particulièrement significative, même si c'est un terme qu'on utilise de moins en moins en pédagogie et en sociologie. L'expérience de l'échec est significative parce qu'elle va marquer une projection instable dans ces dispositifs. Car finalement, l'incertitude, elle se vit à travers eux, leur capacité à tenir et à assurer leur formation, mais aussi vis-à-vis des autres. Et là, ça devient problématique parce qu'il revient régulièrement dans les entretiens l'idée qu'un événement imprévisible, hors contrôle, viendrait à nouveau ébranler leur retour en formation ou leur projet. Tout cela marque ce que Danilo Martuccelli, qui est un sociologue de l'école, qui a travaillé avec François Dubet, note la confiance institutionnelle en soi. Cette notion de confiance qui est un peu ébranlée lorsque ces jeunes arrivent dans des dispositifs de formation. Dans ce sens, s'inscrire en formation revient réellement à engager un nouveau pari vis-à-vis de soi et surtout vis-à-vis des autres. Parce qu'il faut bien penser que ces jeunes arrivent en formation, je l'ai dit, après un parcours oscillant de remobilisation, de démobilisation, de raccrochage et de décrochage, et ça depuis des années. En fait, quand on observe leur parcours, on voit vraiment cette oscillation. On observe assez peu quand on les prend seulement sous la catégorie de décrocheurs ou de peu ou pas diplômés. Il faut donc avoir des ressources pour pouvoir miser pleinement sur la formation. Voilà pourquoi les jeunes les plus précaires, ceux engagés dans d'autres voies, on peut penser au business ou aux problématiques d'addiction aussi qui sont très présentes, sont ceux qui ne vont pas miser tout sur la formation et qui vont alors multiplier les tentatives pour s'extraire de l'inertie propre au temps du rien. Ce qui permet de comprendre ainsi les engagements souvent en demi-teinte, souvent décriés par les formateurs au sein des structures. Pour le dire un peu en forme de gimmick, pour résumer un peu cette idée, c'est qu'il faut des ressources pour mettre tous les œufs dans le panier de la formation. Voilà, c'est un gimmick, mais on est vraiment dans cette logique-là, parce que prendre le risque de miser sur une formation,
C'est d'autant plus risqué pour eux parce que ces jeunes le vivent sous le registre, comme je l'expliquais, de l'incertitude. Finalement, c'est un pari sacrément risqué que de tout engager dans la formation. Cette incertitude, elle naît réellement de leur épreuve passée de décrochage, d'autant plus que ces jeunes mobilisent parfois ces dispositifs alors qu'ils n'ont pas engagé encore le deuil de leur décrochage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certains jeunes vont par exemple, pour répondre aux injonctions familiales, mobiliser les dispositifs de formation. Or, mon travail de thèse montre qu'avant de pouvoir s'engager pleinement, il faut avoir mené ce deuil du décrochage. C'est peut-être ce que je vais expliquer maintenant à travers le slide. Merci. En effet, pour ces jeunes, devenir adultes, peut-être juste encore encore un autre. Bon, vous aurez des slides perdus, désolé. Pour ces jeunes, devenir adulte se fait à travers de multiples tentatives pour se mettre à distance et résister aux conséquences de leur décrochage passé. Ce processus de distanciation correspond à ce que je nomme le deuil du décrochage, un deuil qui est nécessaire pour cheminer vers l'âge adulte. Ce deuil, il va se faire sous des modalités différentes selon les jeunes et selon leur parcours, mais il y a certains points quand même fondamentaux qui structurent ce processus. Ainsi, en premier lieu, le deuil va s'élaborer par un retour sur soi, un travail réflexif. Cette réflexivité, elle accompagne ces jeunes depuis leur toute première expérience de décrochage. C'est finalement cette posture réflexive, c'est-à-dire réfléchir sur soi, sur son passé, essayer de faire sens de son passé. C'est quelque chose c'est une expérience que ces jeunes ont vécue dès leur scolarité. Très tôt, ils ont eu cette posture réflexive. Cette posture réflexive, elle s'est accentuée, comme je l'ai expliqué, lors du temps du rien. Voilà pourquoi tous les récits de ces jeunes sont marqués par des pratiques et des espaces réflexifs, un peu des jardins secrets, si vous voulez, qui ressortent beaucoup des récits de ces jeunes, pour s'éloigner de leur contexte de vie, pour réfléchir, pour faire le point. Ça peut être en forêt, ça peut être dans un squat, ça peut être sur les bords de Seine, à Mantes-la-Jolie, parce qu'on n'est pas loin de la Seine. Finalement, c'est des espaces qui leur appartiennent. Cette épreuve de la réflexivité, elle est marquante, car elle accompagne réellement leur cheminement, mais elle produit un discours d'individualisation vis-à-vis de leur avenir. Et ça, à mon avis, c'est important quand même à prendre en compte. C'est l'idée finalement qu'ils devraient s'en sortir seuls, qu'ils devraient se débrouiller seuls. Et tout ce processus de cheminement, de réflexion, il les amène à ce constat-là. Ce point, il est important à prendre en compte dans la manière dont on peut penser l'accompagnement de ces jeunes et ce qu'on peut leur proposer. Mais ça questionne également, à mon avis, plus largement les logiques contemporaines d'individualisation des politiques publiques en direction de la jeunesse et peut amener à souligner l'importance d'une prise en charge collective, de recréer du lien et des groupes pour ces jeunes dont le parcours heurté les a amenés à penser qu'ils devraient se débrouiller seuls. Cette réflexivité, elle nourrit progressivement le deuil et elle leur permet de tourner en partie la page du décrochage. Ainsi, ce que montre l'analyse des récits, c'est qu'il faut surtout que le deuil se fasse à partir d'une mise en ordre de leur passé, d'une mise en sens de ce passé. Il ne suffit pas de réfléchir, et ça je le montre à l'échelle de certains parcours, à son passé, de remettre en perspective, il faut que tout ça fasse sens pour ces jeunes. Ça passe donc par un long processus qui les amène à assumer leur passé de décrochage et leur responsabilité dans ce qu'ils considèrent au moment où je les entretiens comme un échec scolaire, puis un échec social. Selon les parcours, assumer le passé peut se faire différemment, selon qu'ils ont connu du harcèlement, que le décrochage est lié à des pratiques ascolaires, à des engagements dans certaines activités informelles, des pratiques violentes, etc. Mais derrière la diversité des parcours, le fait d'assumer permet toujours aux enquêtés d'exercer un contrôle sur leur existence. Un contrôle qui, au regard de leur parcours scolaire antérieur, marque une rupture avec leur scolarité. C'est-à-dire que finalement, ce processus de réflexion et de réflexivité, il doit amener ces jeunes à considérer qu'ils ont un contrôle sur leur devenir. Ce travail de deuil se fait également au regard des grands seuils statutaires qui encadrent la jeunesse. Les transitions assez classiques, l'accès au travail, la décohabitation, la mise en couple ou fonder une famille. Je vais passer assez vite là-dessus, mais c'est un contexte parce que c'est plus commun finalement en sociologie de la jeunesse, mais ces grands stades, finalement le cheminement se fait plus simplement quand ils accèdent au travail, quand ils se mettent en couple, quand ils se construisent. Parce que la transition subjective, elle se fait beaucoup plus facilement, parce que si vous avez compris un peu que j'insistais beaucoup sur ces notions de statut, finalement d'autres statuts viennent chasser le statut de décrocheur. Si les grands seuils donc, statutaires ils permettent avec une vigueur singulière finalement de transitionner vers l'âge adulte, ce travail de deuil, il se fait surtout sous le regard des autres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes se donnent à voir auprès des autres, auprès de l'environnement local, comme des jeunes qui auraient vécu une transition identitaire. C'est-à-dire ce qu'on entend beaucoup, « ah, j'ai changé », etc. Mais ce changement, il va falloir qu'il soit acté finalement au regard des autres.
Derrière toutes ces tentatives et leur variété se retrouve l'objectif qui est de s'extraire finalement d'une identité homogène, colonisée par le statut de décrocheur, pour donner à avoir une identité plurielle. Alors les stratégies, elles peuvent être diverses, mais l'objectif est toujours d'accéder à cette respectabilité qui vise, de par sa posture, de par ses pratiques, ses engagements au quotidien, et là je détaille vraiment les petites pratiques du quotidien dans ma thèse, pour arriver à une reconnaissance sociale. Cette recherche de respectabilité, elle peut se faire par exemple par la gestion des relations familiales, amicales. Cette logique de tri, on entend beaucoup, maintenant j'ai dû faire un tri dans mes amis, ça ce qui est d'autant plus fort pour les jeunes engagés dans des réseaux délinquants. Des postures d'aide, des postures d'entraide, ça peut être aussi un engagement associatif qu'on fait valoir sur la scène locale. Je travaille aussi beaucoup sur la question de l'engagement religieux et surtout de l'affichage de cet engagement religieux qui permet de rompre avec le statut de décrochage et d'avoir une posture de respectabilité au sein du quartier. Et puis aussi beaucoup la posture entrepreneuriale qui là pour le coup rejoint en plus ce que j'expliquais tout à l'heure sur ces contournements de l'accès au marché du travail. C'est-à-dire réussir à faire valoir dans le temps sa posture d'entrepreneur qui est un peu l'image archétypale de la réussite au-delà du diplôme, etc. En guise de conclusion, parce que je crois que j'ai déjà fait peut-être un petit peu long. Ok, très bien. Mon travail, il souligne que le décrochage, il structure donc ce qu'on appelle en sociologie de la jeunesse des calendriers de passage à l'âge adulte particulier. Que face à la difficulté qu'ils connaissent sur le marché du travail et face aux stigmates puissants de décrocheurs, ces jeunes vont engager des stratégies d'expérimentation et d'entrecroisement des activités. Expérimentation, entrecroisement des activités, d'où finalement les multiples expériences qui s'engagent, mais bien souvent qui s'engagent à côté des institutions. Et c'est tout ce que essaye aussi de soulever ma thèse, c'est-à-dire quand on commence à pointer le regard sur le récit des jeunes, on s'aperçoit de ce foisonnement d'activités et ce foisonnement biographique qui peine quand même à trouver un peu d'écoute et de son au sein des structures. En cela, leur jeunesse, elle est finalement vécue, la jeunesse, être jeune, comme une temporalité qui, d'une part, rassure. Et là, j'ai beaucoup de récits où ces jeunes sont rassurés par leur jeunesse parce qu'elle leur autorise justement à mener les paris de l'avenir. Mais en parallèle, cette jeunesse, elle angoisse, car tous les jeunes sont conscients et progressivement de plus en plus conscients qu'un jour ou l'autre, leur jeunesse prendra fin et que la fin de cette jeunesse peut entériner à vie leur situation sociale, jugée comme précaire ou renvoyant à un échec social. Donc il y a vraiment ce paradoxe de la jeunesse. Les sociologues de la jeunesse aiment bien questionner comment on définit la jeunesse, comment les jeunesses définissent eux-mêmes leur propre jeunesse. Et là, on s'aperçoit que ces jeunes décrocheurs la définissent dans cette ambivalence entre un temps qui rassure et un temps qui angoisse. Je pourrais revenir aussi, mais on est aussi sur des modèles qui se rapprochent plus, finalement, presque quasiment des classes moyennes, voire des classes dominantes, dans cette logique d'expérimentation. C'est-à-dire se construire comme adulte, c'est pas simplement accéder au travail, se mettre en couple, avoir un enfant, c'est aussi, comme je le disais, réussir à arriver à un épanouissement individuel, un épanouissement personnel, et donc cheminer vers le travail. Quand on parle de cheminer vers le travail, souvent, en sociologie de la jeunesse, on renvoie directement aux classes dominantes ou aux classes moyennes. Or, ces jeunes se rapprochent finalement de ce modèle, de ce que je nomme une expérimentation contrainte, parce que cette expérimentation, elle est finalement contrainte au regard de leur place sur le marché du travail et du marché de l'insertion. Donc je reviens un petit peu, on voit donc que va s'ouvrir pour eux, dans ce temps qui angoisse et qui rassure, une course contre le temps qui détermine puissamment leur expérience de jeunesse. Ainsi, l'âge adulte est également pensé comme une nouvelle séquence biographique qui doit rompre avec l'absence de contrôle, la précarité, l'instabilité qui est caractéristique de leur expérience de jeunesse. Autrement dit, ce modèle d'entrecroisement, d'activité, il dit plus largement des espoirs qu'ils portent sur leur devenir adulte. Ces jeunes désirent une vie qui n'est pas non seulement stable, mais une vie avant tout heureuse et épanouie. C'est ce que je disais, à travers lequel ils vont devenir, et ça, ce terme-là, à mon avis, est important, acteurs finalement de leur existence. Si cette recherche de respectabilité, elle fait apparaître une multitude d'actions, un empowerment, comme on utilise beaucoup en ce moment, cette capacité d'agir, elle illustre également le poids prégnant du jugement scolaire, sur soi, et pour les autres, tout comme la place centrale que tient la scolarité dans le processus d'individuation, c'est-à-dire ce processus où on devient et on se sent individu. Cette recherche de respectabilité et les supports que les jeunes emploient pour paraître et se sentir respectables tout au long de leur jeunesse,
Elle soulève finalement les formes de domination culturelle dont ils ont fait l'objet, tout comme les stigmates qui vont être adossés au statut de décrocheur. C'est-à-dire que ce travail, qui est un beau travail, il sort finalement, il est la conséquence de cette domination culturelle et du poids de statut de décrocheur qui accompagne leur jeunesse. Et qui plus largement traduit cette crainte toujours présente pour ces jeunes dans leur récit d'une marginalisation, d'une inertie sociale, d'une petite place disqualifiée qui leur serait réservée et qui pourrait, si rien n'est fait pour s'en extraire, définir à terme leur vie d'adulte. Voilà, j'ai essayé, merci beaucoup, de faire un petit peu un exercice pas évident, de prendre le fil directeur un peu de mon travail de thèse pour ressortir les éléments, à mon avis, les plus importants. Le plus central, c'est surtout de voir tout le travail identitaire et subjectif qui se mène à partir de cette expérience scolaire et à côté des catégories d'action publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce récit qui nous montre bien que la transition d'un jeune ou d'une jeune voilà, en quête voilà, de solutions d'insertion, bah, c'est plus qu'une question d'insertion, c'est une question d'identité, c'est une transition qui n'est pas linéaire, il y a des expérimentations, des doutes, des incertitudes, des paris. Donc merci beaucoup d'avoir voilà, amené aussi voilà, des points de vue, la subjectivité dans nos échanges, dans cette journée. Nous avons un peu de temps, si vous souhaitez, pour reprendre quelques questions-réponses, quelques témoignages. Emmanuel Joussen, ville de Canteleu. J'avais une question complémentaire à cette explication, c'est dans quel état psychologique les jeunes sortent finalement quand ils arrivent à sortir de toutes ces étapes et ces différents coups de boutoir qu'ils ont subis tout au long de ce processus, dans quel état globalement ils sont et comment ils abordent du coup d'un point de vue psychologique l'âge adulte avec tout ce recul d'expérience, ou ceux qui n'y arrivent pas, dans quel état se trouvent-ils à l'issue de ça? Merci pour cette question, parce que ça va un peu sur le champ de l'état psychique et finalement un peu de la psychologie, une psychologie qu'on oublie assez peu finalement de ces jeunes dans cette épreuve sensible. Alors, bah, c'est variable en fait, d'un jeune à un autre, c'est variable selon la manière dont à la fois ils ont vécu leur décrochage et à la fois à la réussite finalement de tout ce travail, de tout ce cheminement. Ce qui est certain, c'est que ce qui caractérise un peu ce public, c'est que c'est des jeunes qui ont été amenés à parler d'eux. À parler d'eux auprès des institutions, mais à parler d'eux surtout auprès de leurs amis, auprès parfois, quand ils en ont la chance, de leur famille, etc. Donc finalement, cette réflexion un peu sur leur psyché, sur leur santé mentale, elle n'est pas à côté de leur expérience quotidienne. C'est-à-dire que c'est puissant, en tout cas, dans leur quotidien. Moi, j'ai pas fait de psychologie et j'ai pas travaillé sur ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que tout ce cheminement qu'ils vont vivre va travailler leur santé mentale. Parce que c'est ce que j'essaye de montrer dans le doctorat. Quand je parle par exemple de l'échec scolaire, de ce sentiment d'échec scolaire, ils travaillent la santé mentale. Quand toute cette expérience du travail précaire, déclassé, ils travaillent la santé mentale. Pourquoi je montre à quel point la reconnaissance et le travail pour se sentir respectable vient finalement combler un peu cette santé mentale abîmée ou impactée par leur parcours d'insertion. Je crois que si je généralise un peu, il faudrait reprendre un peu dans les termes, mais en fait, ce que j'essaye peut-être de montrer, c'est que, en tout cas ce que montrent plutôt les parcours de ces jeunes, c'est que tout ce travail de réassurance, tout ce travail de prendre soin de sa santé mentale, il se passe à côté des institutions, mais il se passe. Alors après, il y a des rencontres. Voilà. J'ai des parcours qui sont marqués par des rencontres qui leur ont fait du bien, où on a travaillé un petit peu ma santé mentale, etc., à la mission locale, dans des structures d'insertion, beaucoup la prévention spécialisée, etc. Mais ce cheminement, en fait, il se fait à côté, il se fait tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des jeunes qui ne sont pas du tout accompagnés. D'autant plus qu'il y a en plus des facteurs un peu qui s'ajoutent avec les addictions, la consommation de drogue, etc., qui fait que globalement, on pourrait penser quand même que l'expérience de décrochage et sa continuité sur l'âge adulte travaillent très largement la santé mentale de ces jeunes.
mais que comme tout, ils essayent d'y réagir avec les faibles moyens dont ils disposent, mais finalement il y a presque plus de moyens sur la santé mentale que sur l'insertion professionnelle. Mais en tout cas, merci pour cette question, parce que en fait, ça tiraille toute leur existence, et ça symbolise bien finalement ce travail où à la fois ça crée un contexte de difficulté vis-à-vis de leur santé mentale, et à côté de ça, ces jeunes essayent d'y réagir et d'y répondre. Mais tragiquement quand même, c'est des jeunes qui sont impactés au niveau de leur santé mentale. Après, de savoir ce qui vient de leur parcours et de leur expérience, et de savoir ce qui est lié aussi à leur situation sociale, parce que pour le coup, une grande partie des jeunes sont dans des situations à la fois de précarité et à la fois dans des environnements familiaux, eux-mêmes bien souvent marqués par des maladies mentales ou des difficultés d'ordre psychique. Donc, voilà. Merci. Ici, puis ici. Bonjour, donc Anna Elbema, conseillère CEJ France Travail. Moi, j'aurais voulu savoir, alors c'est pas forcément statistiquement, mais je pense que ma question est un peu en lien. Est-ce que les familles, par exemple, où les parents ne travaillent pas, sont déjà au RSA, etc., ça fabrique, entre guillemets, plus de décrocheurs? Moi, j'ai parfois la sensation d'avoir des jeunes qui disent vouloir se remobiliser, et quand on essaye, on a aussi l'impression qu'ils attendent, ils savent qu'aux 25 ans, ils vont avoir le RSA, des choses comme ça. Soit on sait que ça peut se reproduire, ou alors on a ceux qui veulent vraiment s'en sortir, mais est-ce que ça, on a des études là-dessus, des choses? Est-ce que vous avez pu voir ça dans votre étude? Merci pour cette question. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, je ne pourrais pas m'avancer sur ce terrain-là. Les jeunes, les familles en tout cas, des jeunes avec lesquels j'ai travaillé, sont tous plus ou moins dans ces mondes populaires. Après, à des strates différents. Beaucoup d'entre eux, surtout ceux issus du Val-Fouré, leurs parents ont été quand même en activité. C'est-à-dire qu'on est sur un bassin d'emploi qui est assez particulier. Il y avait Renault Flin, alors même si Renault Flin c'est plus ce que c'était, mais il y avait de l'activité un peu industrielle. Et leurs parents étaient bien souvent, en majorité, il faudrait reprendre dans le détail, mais plutôt en activité. C'est plutôt leurs grands frères ou des personnes de leur famille qui ont plus ou moins leur âge qui eux-mêmes pourraient bénéficier du RSA, même si évidemment il y a certaines familles. Mais là, ce rapport, en tout cas, moi ce que je vois, c'est que se contenter du RSA, c'est pas la projection qui va leur permettre de transitionner et d'afficher à la fois de la respectabilité et un autre mode de vie. Par contre, moi je suis assez quand même persuadé, et c'est ce que les entretiens montrent, que cette somme, ce RSA, il permet quand même d'accéder un peu à la respectabilité, dans le sens où c'est de l'argent propre. Par exemple, pour ceux qui sont dans des activités plus délinquantes, de l'argent propre qu'on peut faire valoir, qu'on peut ramener, etc. Après, pour moi, c'est juste pour la précarité du quotidien, le RSA. Mais c'est pas une perspective d'avenir. Pour ceux qui ont connu un décrochage, et peut-être je ne l'ai pas assez précisé, un décrochage précoce, sur des jeunes qui ont arrêté à partir du collège, en règle générale. Je ne réponds peut-être pas complètement à la question. Mais c'est un travail très qualitatif de parcours de vie, donc c'est vrai que statistiquement, pour le coup, je ne serais pas en mesure, sur du quantitatif, de répondre à s'il y a un lien établi. Pardon, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc je suis Louis Mabir, chargé d'insertion au GEC+, sur le parcours Impact Solutions Jeunes. Moi, je voulais vous demander si vous aviez des conseils au vu de votre travail, de votre expérience, de vos rencontres avec ces jeunes, des conseils pour les repérer et pour les accompagner au mieux. C'est toujours compliqué de synthétiser. Merci pour ces questions. Moi, peut-être dans une posture pour les acteurs de l'insertion, de se dire que ces jeunes, en fait, finalement, ils ne sont pas passés à autre chose. Et de se dire que quand eux-mêmes arrivent dans une structure d'insertion, ça peut se faire pour plein de raisons. Et finalement, ce qu'eux peuvent donner à voir comme
presque un peu un déclic, ou le souhait de vouloir adhérer à une formation, etc., à de l'insertion, finalement, ça, c'est peut-être pas la rationalité première, c'est peut-être pas l'objectif premier. Il y a peut-être un objectif derrière qu'il va falloir, et je parle pas de frein périphérique ou de choses comme ça, je parle de biographie, il va falloir peut-être accéder à ça. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que finalement, il y a assez peu d'espace d'écoute de leur parcours et de leur décrochage scolaire une fois que l'école est finie. Le problème, c'est que ces jeunes ont cheminé et ont grandi, ont eu de la maturité et se retrouvent dans un système d'insertion où on ne leur demande plus, finalement, ce qui s'est passé durant leur décrochage. À la mission locale, c'est intéressant, par exemple, on voit que le logiciel IMILO, il n'y a pas réellement de données très précises sur le décrochage. Ça va être surtout, finalement, sur peut-être quand le jeune a arrêté l'école, son niveau de diplôme, etc. Mais cette expérience un peu subjective, qui est subjective, mais néanmoins totalement marquante de leur rapport à l'avenir, de leur subjectivité, etc., il peut être pris, bien évidemment, par des conseillers à la mission locale. Mais en tout cas, il ne s'est pas matérialisé à travers IMILO dans l'institution. Et ça, moi, je pense que c'est finalement offrir des espaces d'écoute pour ces jeunes. Ce qui n'est pas en vogue. Et puis peut-être aussi, je dis que j'en ai parlé rapidement, de sortir d'une logique d'individualisation des parcours. On le voit beaucoup, on peut le voir aussi, je reviens beaucoup à la mission locale, mais on peut le voir le passage aussi entre la GJ et le CEJ. C'est-à-dire finalement les collectifs, moi j'ai l'impression qu'ils se disloquent un petit peu dans l'action publique. Or, ce que montre mon travail, c'est que le parcours de décrochage, il amène à penser qu'on doit se débrouiller seul. Et que l'institution, finalement, quand ils passent la porte de l'institution, on leur dit vous êtes vous-même l'entrepreneur de vous-même, et c'est à vous, finalement, d'aller élaborer en solo votre projet. Ce qui déconnecte, finalement, d'une perception d'un collectif de jeunes, qui n'est pas forcément stigmatisant, c'est pas forcément un collectif de jeunes en insertion. Mais, bon, voilà. En tout cas, ça peut être une piste, l'écoute, voilà, et le temps. Mais bon, ça, est-ce qu'on est dans des logiques des politiques publiques? Alors, ça dépend, mais là, pour le coup, j'imagine qu'il y a plein de dispositifs qui travaillent sur ces questions-là. J'aimerais bien en dire beaucoup plus sur ces solutions, peut-être... je vais m'arrêter là. Merci. Est-ce qu'il y a 2 questions à droite? Merci. Olivier Cléache, IUT d'Évreux. Moi, je m'intéresse sur votre population. Je crois que vous avez pas simplement interviewé des jeunes, mais des plus anciens qui rétrospectivement parlent de leur décrochage. Et est-ce que dans les récits que vous avez, est-ce qu'à un moment donné, ils sont tous dans l'identité négative à la Pogam, ou est-ce qu'il y en a qui en sortent? Et je voulais aussi connaître les éléments déclencheurs des bifurcations. Est-ce que c'est le fait de revenir vers une institution, par exemple, imaginons les écoles de la seconde chance ou des choses comme ça? Merci pour cette question. Sur le poids des structures, je vois... Enfin, c'est une analyse biographique, donc ça va vraiment dépendre moi, ce que je montre, c'est l'intégration entre plutôt des événements biographiques et comment ces événements, ils prennent place dans la structure, c'est-à-dire finalement en formation, etc. Donc ça veut dire que c'est délicat de montrer une tendance générale sur le foisonnement de tous ces parcours. Néanmoins, ce qu'on voit sur la question du poids des structures de formation, d'insertion, etc., c'est quand ces jeunes se tournent vers ces structures, il y a toujours un bénéfice. Voilà. Clairement, ça traverse quand même tous les parcours. C'est qu'ils y trouveront. Alors, ils ne trouveront pas forcément ce que les formateurs veulent que ces jeunes y trouvent. Mais pour le coup, ils y trouveront quelque chose parce qu'il y aura un sens, parce que ça va pouvoir finalement amener à leur cheminement. La première question que vous m'avez... L'identité négative. Oui, ouais, sur l'identité négative, parce qu'effectivement, j'ai travaillé avec l'idée, c'était des récits rétrospectifs. Donc j'ai travaillé avec des jeunes qui étaient encore dans le décrochage, vers 12-13 ans, jusqu'à des plus âgés, qui pouvaient avoir 50 ouais, dans la cinquantaine à peu près. Et on voit que non, ça dépend en fait, ça dépend où ils en sont de leur parcours, et ça dépend comment ils ont réussi à cheminer pour prendre de la distance vis-à-vis de ce statut et faire leur deuil. Ce qui est
assez clair quand même, c'est qu'on peut avoir une vision plutôt positive, dans le sens où il y a de ce travail qui s'engage, mais qui nécessite quand même beaucoup d'acharnement. L'identité va bien souvent devenir un peu plus plurielle, pour reprendre des termes, et pouvoir faire valoir d'autres qualités sur la scène publique. Pour d'autres, ceux qui n'arrivent pas justement à mener ce pari de l'avenir, ceux qui restent dans le business par exemple, ça c'est beaucoup plus compliqué que de faire valoir d'autres identités. Ça dépend un peu des parcours, il n'y a pas de... Je ne me risquerais pas à dire globalement sur le public que j'ai enquêté. Ça dépend. C'est une sociologie du ça dépend. On n'a pas l'habitude aussi de ça. Et à mon avis, ça c'est important aussi de l'avoir en tête, du ça dépend, parce que quand on dit ça dépend, ça ne veut pas dire que c'est moins complexe dans l'articulation des mécanismes sociologiques. C'est juste qu'on les place sur d'autres critères. Quand je disais tout à l'heure, c'est l'intérêt, par exemple, de se dire qu'un événement biographique, je ne sais pas moi, le décès d'un parent, le départ au bled d'un parent, peut avoir un impact dans le parcours de ces jeunes, durant leur décrochage, mais ce même événement, il peut ne pas avoir d'impact sur le parcours. Et toute la sociologie des parcours de vie, elle est de se dire, alors comment on va comprendre que pour un, ça a un impact, et que pour d'autres, ça n'a pas d'impact. Et c'est donc essayer d'aller cheminer autour de toute la complexité des expériences biographiques pour aller voir des points communs. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer quand je parle du temps du rien. Finalement, ce temps du rien, il peut s'exprimer, ça revenait souvent dans ma présentation, de manière très différente. Mais il y a toujours une structure, finalement. Une structure un peu logique, et c'est ça que les parcours de vie essayent de... D'où la difficulté de répondre sur des caractéristiques de public. C'est plutôt répondre sur des caractéristiques de processus. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Donc Tania Tranbin, moi je suis chargée de développement social urbain à la ville de Caen. Un peu en lien avec ce que disait la personne d'avant, moi j'avais un questionnement justement sur ce que vous appeliez par interstice biographique, donc justement ce volet de flottement statutaire, parce que nous, j'irais enfin voilà, notre métier c'est vraiment d'être sur le terrain, on va dire, au quotidien avec ces jeunes, et au travers de votre présentation, j'avais vraiment le sentiment que voilà, toute la période de décrochage scolaire et donc lien avec éducation nationale et système scolaire est à peu près, on va dire, à peu près acquis, à peu près suivi, etc. Que après, on a tout un tas de volets, de solutions, et monsieur parlait notamment de l'école de la deuxième chance ou d'autres choses, de la mission locale, etc. Et on voit à peu près, mais justement, cet interstice-là, c'est le moment où justement on est dans cette perception de complètement les perdre et de se dire les uns les autres, c'est une tranche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte? C'est parce que cette tranche-là est si importante et qu'on n'arrive pas justement à aller jusqu'à eux. Et je me demandais en quoi dans votre thèse vous disiez, est-ce que cet interstice-là est un mal absolu, ou un bien absolu, je ne sais pas, nécessaire pour avancer, et comment on pourrait justement mieux les accompagner. C'est-à-dire que, voilà, je pense que nous, professionnels, il faudrait qu'on soit aussi peut-être mieux outillés pour pouvoir accompagner ce cheminement. Je suis assez sensible à ce que vous dites quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a peu d'espace d'écoute, que chaque cheminement, effectivement, est assez individuel, et on arrive avec des solutions, malheureusement, qui sont parfois décalées. Enfin, moi, ce que je ressens quand même beaucoup dans nos métiers, c'est que on est en décalage, malheureusement, avec beaucoup de jeunes, et un jeune ne fait pas l'autre. Et donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on pourrait, de votre vision de sociologue, essayer d'être un tout petit peu plus en phase, en tout cas, avec ces périodes et ces jeunes qui sont... déjà dans une période difficile, mais encore plus accentuée par leur précarité et sociale et économique et tout ça. Ah, si j'avais la réponse, ça serait... Parce que c'est finalement toute la problématique, c'est comme vous le disiez, c'est ce public qui se retrouve à côté du travail, à côté de l'emploi, à côté de la formation. Ce public qu'on nomme souvent les invisibles, qui à mon avis sont pas si invisibles que ça, puisque c'est l'objet de toutes ces réflexions. Des solutions, j'en ai pas concrètement. On pourrait y réfléchir davantage, ça nécessiterait du temps, mais c'est peut-être changer un peu dans cette manière de penser et de se dire que, vous disiez, il y a peu d'espace, mais il y en a en fait finalement des espaces, et je le disais même, il y a peu d'espace d'écoute, mais surtout quelle écoute on va porter.
Qu'est-ce qu'on va s'autoriser en tant que personne qui accompagne à demander à ce que le jeune, finalement, nous explique? Est-ce qu'on va s'autoriser à revenir sur des dimensions un petit peu biographiques? Est-ce que l'institution, elle est là pour demander des choses plus personnelles, plus intimes? Ça questionne parce que si l'institution, elle est là pour, on peut alors créer des espaces pour discuter davantage de soi, des dimensions plus intimes, de cette intimité qui construit finalement leur rapport à l'insertion. Mais si on considère que ce n'est pas à l'institution, et ça peut se considérer, alors là, on voit que tout ce cheminement identitaire et intime, subjectif, il va se passer à côté de l'institution. Donc, peut-être si je le présente comme ça, c'est que j'ai envie de dire que l'institution devrait peut-être s'intéresser un peu plus à la relation, à prendre soin, voilà, à l'humanisme finalement de l'insertion sociale. Ça, c'est peut-être dans ce champ-là qu'il faudrait aller. Une réponse de sociologue, mais j'ai pas concrètement, par contre, à mon avis, ça c'est des choses qui peuvent se construire, mais qui nécessitent du temps. Mais là, à chaud comme ça, il est compliqué de réfléchir. Moi, ce que j'ai voulu vraiment présenter aujourd'hui, c'est l'expérience sensible de cette catégorie de NEET, finalement. De voir que, en fait, c'est pas une situation. NEET, c'est un tiraillement. Et c'est un tiraillement pour ces jeunes, et que ce tiraillement, comment on le prend en compte? Parce que, par exemple, il y a plein de jeunes qui vont aller dans des dispositifs d'insertion, on va leur proposer de la remobilisation, de la remise à niveau, c'est pas du tout ce qui leur correspond. Pour autant, théoriquement, comme ça, si on les prend par rapport à leur statut, c'est ce qu'on peut penser qu'il leur faudrait. Or, ils ont besoin d'un autre cheminement, ils ont besoin d'une autre temporalité. Et je travaille avec une collègue, Eline Evel, et on questionne beaucoup cette temporalité, le temps qu'on peut donner, le temps qui est nécessaire au sein de l'institution. Alors peut-être que c'est aussi un axe de réflexion, c'est celui de la temporalité. Bonjour, je suis Valérie Caillou et je travaille pour la CAF de Seine-Maritime. Et en fait, il y a une catégorie, je dirais, de projets qu'on ne voyait plus beaucoup, mais qu'on a connus il y a un certain temps, qu'on appelle les séjours de rupture, même si c'est pas forcément un mot très joli. Et je vois réapparaître des projets de ce type, c'est depuis 1 ou 2 ans. Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'effectivement, il y a cette question d'être en collectif et puis de prendre du temps et de découvrir autre chose. Et je voulais avoir un peu votre regard sur ce type de projet et si des jeunes que vous avez rencontrés ont fait écho de ce type de projet. Merci. Alors, finalement, un peu globalement, le public avec lequel j'ai travaillé était quand même très éloigné de l'institution. Donc, ils ne sont pas passés par ce genre de dispositif qui pourrait proposer une rupture, un temps collectif, j'imagine, à l'extérieur, en tout cas de leur environnement de vie, etc. Ça, j'en ai pas connu. J'en ai connu plutôt pour les jeunes encore en scolarité, donc des jeunes décrocheurs sur les temporalités scolaires. Beaucoup de jeunes qui sont passés dans cette logique-là sur les ateliers relais. Ce dispositif, je ne sais pas si ça vous parle, ces classes et ces ateliers relais, où la philosophie finalement était de se dire on va faire une rupture avec l'environnement quand on considère que c'est l'environnement qui est à la base de leur décrochage scolaire. Il y a d'autres initiatives comme ça, qui même sur le territoire, qui ont été menées de rupture avec l'environnement, d'emmener les jeunes pour construire un parcours professionnel. Je pense à des choses qui ont été faites sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Effectivement, parce que ça crée du collectif, parce que ça met aussi le professionnel à l'écoute et dans un autre cadre d'écoute des jeunes. Donc moi, ça, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression, mais je ne suis pas un expert des politiques publiques ou de la sociologie politique, mais j'ai l'impression que ce n'est plus nécessairement ce qui est en vogue, en tout cas ce qui se fait. Pour autant, moi, à mon avis, c'est un levier qui est important. Si on me demandait mon humble avis, c'est quand même un levier important. Parce que ça crée du collectif, parce que non pas dans une logique un peu hygiéniste, en se disant, vous savez, quand je dis hygiéniste, c'est un peu, finalement, les pauvres sont pauvres parce que c'est leur milieu, et puis comme ils sont ensemble, c'est leur milieu qui les tire vers le bas. Pas dans cette logique de rupture avec l'environnement, mais plutôt de rupture avec les contraintes qu'ils vivent dans leur environnement. Parce que on voit, et là je l'ai peu détaillé, mais finalement ces jeunes décrocheurs qui vivent l'ennui, vont s'engager aussi dans d'autres activités. Et finalement, quand je parle d'inertie sociale, je montre bien cet engagement
qui grappillent leur temps, qui grappillent leurs responsabilités et qui fait que le projet est peut-être compliqué à mettre en place parce que justement on est engagé dans d'autres projets. Donc ça peut être particulièrement intéressant à mon avis. Merci. Mélodie Plante, chargée de mission politique de la ville pour Rouen, spécifiquement les Hauts-de-Rouen. Déjà, je vais rebondir parce que les deux dernières interventions allaient un peu dans le sens de mon interrogation. Et à l'intention d'Alain Cailloux, on voit de plus en plus dans nos appels à projets cités éducativo des séjours de rupture sur le territoire qui reviennent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à l'intention des pros de terrain, qu'on est, je pense, en partie, mais pas forcément beaucoup ici. C'est comment est-ce qu'on va vers des pratiques un peu décloisonnées, parce que vous parliez du rapport à l'institution et à la posture du pro, que l'on soit sous une charte de la prévention spécialisée, sous la convention collective de l'animation, ou des postes un peu hybrides de médiation ou autre, c'est pas la même chose. On parle pas du même point de vue et on peut pas, soit le cadre ne le permet pas, soit même la formation et la posture professionnelle ne l'est pas. On a des fois des rapports de professionnels de terrain avec les jeunes qui peuvent être très affectifs. Mon jeune, ma jeune, ça c'est pas forcément très évident dans la reconduction de ces rapports au fait de décevoir le parent, l'éducateur ou autre chose. Donc moi la question qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on arrive dans la formation du professionnel à arriver vers non pas l'accompagnement des jeunes à leur insertion pro, mais l'accompagnement à la construction du projet de vie. Il y a des formations qui commencent à perler un peu là-dessus, mais est-ce que vous en avez déjà eu un peu des échos, l'expérience? Et en parallèle de ça, et sur la posture des pros, est-ce qu'il y a des endroits qui sont soumis ou pas à de l'échange ou de l'analyse de pratique? Est-ce que vous avez des expériences un peu d'échange de pratiques qui soient un peu décloisonnées entre les différents professionnels de l'accompagnement des jeunes? Donc sur le niveau vraiment échange de pratiques, au niveau formation inter. Voilà. Merci pour cette question. C'est hyper intéressant, mais j'ai peu de données là-dessus. Puisque j'ai travaillé vraiment sur... j'ai peu travaillé sur l'institution. Dans mes travaux ultérieurs, mais si on se base sur ma thèse, c'était... alors j'ai travaillé auprès quand même des institutions pour entrer auprès des jeunes, mais c'était un parti pris dès le départ de ne pas travailler dans l'institution, auprès de l'institution et s'y intéresser. Forcément, par contre, j'y étais. Et ce que vous disiez sur la différence des statuts entre la PREV, etc., ça c'est intéressant parce que, en tout cas, moi, je ne veux pas faire de généralité. C'est compliqué parce qu'on est sur un travail, comme je le disais, qualitatif. Après, et surtout de parcours de vie. Mais après, ce que je vois, c'est que peut-être cette posture de la prévention spécialisée, elle est sacrément inspirante. Peut-être pour même les autres professionnels. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique, alors oui, il y a des limites, ça peut avoir des rapports affectifs, mais ces rapports affectifs, on les retrouve aussi même en mission locale, etc. Mais ce qui est peut-être intéressant à noter, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes, j'en parle un peu dans mon travail de thèse, il y a des personnes qui font sens à un moment dans leur parcours. Et souvent, ces personnes qui font sens, il y a eu des profs, comme de rien dans l'éducation nationale, il y a eu des profs qui ont fait sens à un moment, alors que c'est des jeunes qui ont quand même des parcours sacrément heurtés. Et il y a beaucoup d'éducateurs de rue, d'éducateurs de prévention, qui, à ce moment-là, ont fait sens parce qu'eux étaient décloisonnés de l'institution, dans cette logique-là, et permettaient aussi, et c'est peut-être ce principe de la libre adhésion, mais permettaient d'avoir un rapport sacrément différent. Donc il y a cette place. Après, il y a aussi des conseillers mission locale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, même quasiment à chaque fois, quand un conseiller mission locale a vraiment un impact, en tout cas, voilà, à quelque chose est marquant dans la manière dont ils vont pouvoir cheminer vers l'âge adulte, c'est parce qu'ils les connaissent. Il y a une interconnaissance. C'est la sœur de sa grande sœur, ou c'est le frère de... Voilà, il y a quelque chose qui se lie. Moi, j'ai pas vu de retour de pratique. Il y en a, hein, il y a des structures qui font des retours de pratique et des réflexions. On avait quand même engagé sur la mission locale de Rouen une réflexion un peu là-dessus, sur comment on peut prendre en compte justement toute cette complexité des cheminements biographiques quand on travaille à la mission locale. Ça, on l'avait, et je pense que c'est des choses peut-être à poursuivre, c'est voilà, un travail de discussion, parce que en fait, ça tiraille la posture de chacun des professionnels à chaque fois. Merci.